À l'ordre du jour aujourd'hui, donc sur ce webinaire sur la fertilisation des graines de culture en agriculture biologique, tout d'abord, je vais vous faire un point sur la réglementation sur l'utilisation des fertilisants organiques en agriculture biologique et avec le changement de réglementation qui va avoir lieu. Ensuite, Régis vous présentera la synthèse des essais sur des essais fertilisation à la fois plutôt orientés azote et phosphore sur céréales à paille en agriculture biologique. Et puis Clémence vous présentera également la synthèse des essais sur la fertilisation azotée en maïs bio. Pour commencer, petit point réglementaire. Donc comme vous le savez, la réglementation en agriculture biologique applicable en France est celle définie par la réglementation européenne. Dans cette réglementation, il a toujours été interdit l'usage des effluents d'élevage dits industriels. C'est ce que vous voyez dans l'extrait de l'annexe. Sauf que, donc, ça concerne toutes les catégories de fertilisants, les fumiers et les fientes de volaille, les composts, les excréments liquides ou bien les digestats de biogaz. Sauf que la définition, enfin, chaque pays a un guide de lecture du cahier des charges bio européen et chaque pays donne une définition de l'élevage industriel. Sauf qu'en France, dans le guide de lecture français, cette définition n'avait jamais été faite. Donc, c'est la commission intrant de la Commission nationale de l'agriculture biologique de l'INAO qui a travaillé sur le sujet et qui a présenté une définition en décembre 2018. C'est une définition qui a évolué, qui a été actée en juillet 2019 et qui a été validée avec la date d'entrée en application qui a été validée le 30 octobre dernier. Donc, si on rentre dans le détail de cette nouvelle définition de qu'est-ce qu'est un élevage industriel, donc, à partir du 1er janvier 2021, seront exclus de l'utilisation sur des terres en agriculture biologique tous les effluents, que ce soit d'élevage en système caillebotis ou grille intégrale, mais également les effluents provenant d'élevage en cage. À cela a été rajouté des seuils à ne pas dépasser par exploitation et qui ont été définis dans l'annexe 1 de la directive. Donc, ça concerne les emplacements de poulets, 85 000 emplacements, 60 000 emplacements de poules, 3 000 emplacements pour les porcs de production et 900 emplacements pour les truies. La date d'application, donc, comme je vous le disais, ça sera bien le 1er janvier 2021. Mais à cela s'ajoutent des délais de mise en conformité parce qu'en fait, jusqu'au 31 décembre 2020, les fabricants des fertilisants à base de ces produits-là pourront fabriquer jusqu'au 31 décembre 2020. Ensuite, ils pourront être vendus, commercialisés jusqu'au 31 décembre 2021. Et puis les agriculteurs pourront utiliser ces fertilisants dans un délai de 2 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2022. Ça, c'est pour les fertilisants fabriqués à partir de ces effluents. Pour les applications directes, les épandages directs de fertilisants ou bien de digestats, de méthaniseurs ou de compost qui contiennent des effluents provenant d'élevage industriel, les épandages directs sont interdits dès le 1er janvier 2021. Bien sûr, ce fera l'objet de contrôles de la part des organismes certificateurs, même s'il y aura une tolérance d'1 an sur la mise en application. Et surtout de mesures répréhensibles derrière.
Il faut savoir que le ministère souhaite une harmonisation de toutes les définitions au niveau du règlement européen, parce qu'en fait, chaque pays de l'Union européenne donc, a son guide de lecture et a fait une définition de ce qu'est un élevage industriel. Il faut savoir que la France, on était plutôt en retard sur cette définition. Et il y a des pays qui sont beaucoup plus restrictifs que nous, déjà par rapport à cette définition-là. Donc, il est prévu courant 2021 une étude au niveau européen et qui va vers une harmonisation de cette définition. Donc moi je vais vous parler de fertilisants en agriculture biologique. Alors, je vais me présenter d'abord, Régis Elias, donc je suis ingénieur régional dans le sud-ouest et animateur de la filière bio pour Arvalis avec Amélie. Et donc je vais vous parler de fertilisants en agriculture biologique sur les grandes cultures, en particulier sur les céréales à paille. Alors on a pas mal de résultats cette année et j'ai fait le choix de vous présenter plutôt la synthèse de plusieurs essais plutôt que de focaliser essai par essai, sauf pour 2 essais où je vais peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail, mais qui reflètent un petit peu ce qu'on a pu observer sur l'intégralité des essais. Alors, si je commence par un premier essai en 2020 dans le Loir-et-Cher, donc c'est un essai qui est fait sur Petite Épeautre, à Chambon-sur-Cise, dans le Loir-et-Cher, sur un sol de limon profond hydromorphe, avec un reliquat sortie vert de 58 kg d'azote par hectare. Et donc, si on continue sur la diapo d'après, s'il te plaît, Amélie, je vais vous présenter rapidement les produits qui ont été appliqués, le protocole qui a été mis en place pour cet essai. Donc, retenez qu'il y a une dose pivot d'azote qui a été mise en place pour l'ensemble des modalités, autour de 60 unités d'azote, alors avec un petit excès, un petit écart pour la modalité écume de sucrerie, qui est à 69 unités d'azote par hectare, et puis un peu à l'extrême, il y a de la késérite qui a été apportée à 96 kg par hectare à la sortie de l'hiver. Pour les autres modalités, il y a une partie des produits qui sont de la vinasse de betterave, à 3,5 tonnes par hectare, et ensuite des produits qui ont été appliqués au semis. Donc par exemple du Guanito, qui est un produit d'Italpolina qui dose du 6,1,11, qui est apporté en partie au semis et complété par de la vinasse de betterave au stade épi 1 cm. Pour ce qui est Tébétias 6 et Optimer 15, ce sont des biostimulants et qui ont été complétés eux aussi avec de la vinasse de betterave à la même dose que la vinasse de betterave seule. Donc ça permettra de comparer l'efficacité de ces produits avec et sans application. Vous avez une autre modalité avec des écumes de sucrerie qui sont aussi apportés au semis et complétés également avec de la vinasse de betterave au stade épi 1 cm. Et ensuite, vous avez les produits un peu plus classiques, on va dire, les farines de viande, les PAT, qui sont appliqués sortie vert vers la fin du talage, des fientes de volaille, et puis des digestats bruts. Donc, ce sont des digestats liquides qui ont été apportés à 11,5 tonnes par hectare. Donc, ce sont des digestats qui sont issus de cives, de poussière végétale et de fumier de bovin. Donc, c'est un mélange en poussière végétale. J'imagine que ce sont des résidus de silo, par exemple, de triage. Et puis, je vous rappelle la késérite. D'accord ? Donc, toutes ces modalités sont centrées pour 60 unités. Si j'en regarde un petit peu les résultats de l'azote absorbé à floraison, qui est un indicateur intéressant, alors vous avez la couleur des bâtons qui correspondent un petit peu à la dose d'azote. Donc tout ce qui est gris, ce sont des modalités qui n'ont pas reçu d'azote. Donc on a le témoin non fertilisé à droite, qui est à 28 quintaux par hectare. Et puis vous avez l'ensemble des modalités qui sont présentées. Ce qui est important de retenir, c'est que malgré les petits écarts qu'on peut voir, finalement, il n'y a pas d'écart statistique
Il n'y a pas d'effet significatif de la fertilisation azotée sur cet indicateur azote absorbé à floraison. On observe pour la késérite un petit gain de rendement, et on verra tout à l'heure sur une synthèse un peu plus globale que c'est peut-être pas aussi net que ça sur un ensemble d'essais. Voilà. Deuxième essai, on remonte un peu plus dans le nord, donc c'est un essai qui a été fait par la Chambre d'agriculture Hauts-de-France, à Villotran, et donc c'est un essai qui a été fait sur du triticale, qui a été semé un peu tard pour la région, j'imagine, le 21 novembre 2019, mais bon, on se rappelle tous que les conditions de semis 2019 n'ont pas été très favorables pour tout le monde. L'écart type à 2,4, donc c'est plutôt un bon écart type, il n'y a pas de souci majeur. Le type de sol, c'est un limon battant sensible à hydromorphe, un précédent grand épeautre, et puis le reliquat sorti hiver était de 50 kg d'azote par hectare. Là encore, la dose d'azote est centrée sur une soixantaine d'unités. C'est la dose totale en azote, hein, la colonne DTN. Cette fois-ci, on a InnovaBio 4, donc ça, ce sont des phosphates naturels qui ont été apportés pour apporter 50 unités de P2O5, hein, à 200 kg par hectare. On retrouve la farine de viande qui a été apportée au talage pour 60 unités d'azote. Des fientes de volaille, donc même chose, hein, qui a été complétée avec de l'azopril. Alors, dans cet essai, l'azopril a été remplacé un petit peu au pied levé parce qu'au départ, il était prévu une autre modalité, mais qui n'a pas pu être réceptionnée à cause du début du confinement de la première vague de l'épidémie que l'on connaît. D'autres modalités, InnovaBio 4, donc phosphate naturel plus farine de viande avec un apport au semis et complété sortie hiver fin talage. On retrouve la késérite. Des produits biostimulants, un apport de bactéries azotobactères, un apport qui s'appelle Amares, qui est apporté à 15 grammes par hectare en traitement de semences. L'azopril qui a été apporté, donc l'azopril c'est un produit issu de déchets de canne à sucre avec un procédé un procédé pour rendre l'azote le plus assimilable possible. Et puis on retrouve en dernière modalité l'application d'azotobactères en traitement de semences et puis complété par de la késérite. Alors, ce qu'on observe en termes de résultats, donc, encore une fois, les colonnes en grise, ce sont des modalités qui n'ont pas reçu d'apport d'azote. On retrouve InnovaBio plus farine de viande qui finalement se retrouve au milieu des apports, des modalités où il n'y a pas d'apport d'azote. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que entre la modalité azopril se dégage statistiquement de l'essai, où l'écart est significativement différent sur le rendement, et toutes les autres modalités n'ont pas d'écart significatif. Alors, ce qu'on peut dire sur l'azopril, c'est que l'écart de nutrition azotée était visuel. On pouvait retrouver les modalités assez facilement dans l'essai, avec un écart sur la couleur assez visible lors des visites d'essai. Sur la teneur en protéines, donc là, on retrouve nos 4 modalités sans fertilisation azotée qui se retrouvent avec des teneurs en protéines qui sont relativement faibles, hein, sur l'ensemble de l'essai. Hein. On est inférieur à 10 pour l'ensemble de l'essai. On retrouve un écart significatif qui concerne les 4 premières modalités, de 9,8 à 9,4, et puis ensuite de 8,7 à 8,1, il n'y a pas d'écart statistique. Donc le gain qu'on a vu en rendement avec l'azopril ne se retrouve pas sur la teneur en protéines. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il y a eu un effet sur le rendement, mais il n'y a pas eu concentration d'azote dans les grains pour améliorer la teneur en protéines. On a simplement un effet rendement. Donc si on regarde un petit peu maintenant les synthèses d'essais, hein, donc ça c'est les synthèses d'essais qui ont été faites
sur la campagne 2019, hein, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était la campagne 2020. Et si on regarde un petit peu des synthèses sur 5 essais, hein, qui sont plutôt Nord-France, donc des essais qui ont été faits par Arvalis, des essais qui ont été faits par les chambres d'agriculture, donc Chambre d'agriculture Île-de-France, Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher, Chambre d'agriculture de la Marne et Chambre d'agriculture de l'Oise. On s'aperçoit que, alors, ce qui est important de dire, c'est que dans ces regroupements d'essais, il n'y a pas toujours toutes les modalités ne sont pas présentes dans chacun des essais. On verra la diapo suivante, où il y a un tronc commun quand même. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de produits sur la droite jusqu'à 108% qui sont finalement assez proches du témoin non fertilisé, avec des résultats qui sont relativement stables d'un essai sur l'autre. Et puis ensuite, quand on va sur la gauche, eh bien, on observe effectivement des gains d'efficacité, mais avec des résultats qui sont beaucoup plus variables d'un essai à l'autre. C'est le cas, par exemple, sur l'essai de... Alors, attendez, j'ai un petit problème. Sur l'essai de Marolles-en-Brie, par exemple, eh bien, il y a eu beaucoup moins d'effets des produits que sur un essai, par exemple, l'essai de jaune sur avoine d'hiver dans le Loir-et-Cher. Alors, ça vient peut-être aussi de l'espèce. Comme c'est une espèce, l'avoine, qui est moins exigeante en azote, peut-être que c'est plus facile de faire exprimer des écarts à ce type d'espèce. Et puis, on verra aussi qu'il y a un effet variable de la késérite. Voilà. Et donc, ce qu'on peut globalement dire, hein, c'est que les gains de rendement obtenus sont les plus importants avec les produits qu'on connaît bien, c'est-à-dire les PAT, les farines de viande, hein, les fientes et la vinasse. Si maintenant je regarde le tronc commun qu'il y a entre ces différents essais, donc c'est la même série d'essais, hein, mais par contre on a réduit aux modalités qui sont présentes en commun. Donc on a des gains de rendement qui sont le plus importants avec la farine de viande, les fientes et les vinasses. On a un impact faible des phosphates naturels et du lisier de porc. Voilà, donc la réponse au phosphore est limitée. Il y a l'effet azote qui est visible sur les produits riches en azote, mais pas d'effet sur de la késérite, sauf sur l'essai de Seillac. Et je vous présenterai une petite synthèse de cet effet késérite tout à l'heure. Si on continue cette synthèse, voilà ce que je vous disais sur la késérite. En fait, on n'a pas d'effet rendement. Vous avez sur votre gauche la bissectrice entre fertilisé et non fertilisé avec ce produit, et tous les points s'alignent sur la bissectrice. Et donc, on a un écart non significatif de moins 0,2 quintaux par hectare avec un apport de késérite. Si on regarde la teneur en protéines maintenant, en fait, on s'aperçoit que, alors c'est pas grand-chose, hein, mais il y a un petit écart statistique significatif de moins 0,2%, pardon. Donc, et donc, la petite question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un effet dépressif de la késérite sur la teneur en protéines des grains récoltés. Donc ça, c'est un résultat de 8 essais, hein, entre 2019 et 2020. Et vous remarquerez que sur l'aspect teneur en protéines, il y a un seul point sur l'ensemble de la série qui dépasse la bissectrice en faveur de la teneur en protéines permis par la késérite. Si on regarde, si on continue les aspects maintenant économiques, hein, si tu veux passer la diapo. Alors, ce qu'on peut dire sur cet essai-là, je sais pas, j'ai les diapos qui défilent, là, c'est bizarre. Donc, synthèse essai 2019. Sur le rendement en pourcent du témoin. Donc, sur l'évaluation technico-économique. Donc, si tu veux passer la diapo suivante, Amélie. Voilà, donc on a les hypothèses de prix qui ont été prises en compte sur les calculs
des résultats économiques, hein. Donc vous avez les prix médians bas et hauts des céréales, hein. Donc ils sont peut-être un petit peu bas, mais ils ont le mérite d'être pris en compte à différents niveaux. Vous avez également le prix des engrais en euros par tonne qui ont été pris pour ce calcul. Donc on a un petit doute sur le guanito le prix, ils ne sont pas très éloignés de ça, mais on a un petit doute sur le prix, effectivement. Il y a un petit doute là-dessus. Voilà. Si on regarde la diapo suivante avec les résultats, donc on s'aperçoit que sur 2/3 des essais, en fait, on a une réponse moyenne qui est inférieure à 0. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu rentabiliser les apports sur 2/3 des modalités, hein. Donc on va les citer rapidement, hein, mais c'est le guanito avec la vinasse, c'est le guanito seul, c'est l'Innovabio 4 ou 3, donc ce sont des phosphates naturels, la vinasse, avec une forte variabilité de résultats, vous voyez sur le graphe, hein. La késérite, donc c'est en écho avec la synthèse que je vous ai fait tout à l'heure où il n'y a pas d'effet positif. Donc ça se traduit par une perte économique. Même chose pour les polysulfates. Et puis ensuite, les iers de porc, les farines de viande sont, on va dire, proches de la neutralité, mais restent positifs. Et ensuite, on retrouve sur les produits qu'on connaît bien, les fientes de volaille apportées au printemps ou les PAT au semis ou les fientes de volaille apportées au semis. Ce sont les produits qui procurent les meilleurs gains économiques, avec néanmoins une variabilité plus grande en termes de résultats économiques. Mais à part un ou deux essais, à part un essai pour la fiente au semis et la farine de viande au semis, tous les essais montrent un effet positif d'un point de vue économique. Si je me concentre sur tout ce qui est blé panifiable, donc oui, quand les blés sont déclassés, le prix passe en prix bas lorsque les teneurs en protéines sont inférieures à 10,5. Et le prix est tenu, on tient compte du prix déclassé dans le calcul économique. Donc, donc l'analyse économique confirme l'intérêt des fientes et des farines, hein. Donc ça, c'est des produits qui sont un petit peu historiques maintenant. L'apport de vinasse est difficilement rentable dans le sens où le coût de l'unité est relativement élevé. La dose d'azote apportée est élevée, donc 120 kg d'azote par hectare dans les essais, alors que 60 unités d'azote par hectare auraient pu suffire. Donc c'est pour cette raison-là que ça déclasse un petit peu la vinasse, mais pour une efficacité qui n'est pas à la hauteur, hein, au moins pour ces résultats d'essai. Et donc on a un gain moyen pour les farines de viande et les farines de volaille qui dépasse les 200 € par hectare. Si on revient sur la droite avec les guanitos, eh bien on a des coûts qui sont pas rentabilisés, quels que soient les essais. C'est pareil pour la vinasse, c'est pareil pour Innovabio, qui sont aussi dans la même catégorie. Alors, justement, on voulait vous faire une petite synthèse aussi sur cette fameuse réponse au phosphore, parce que vous savez que c'est une problématique forte en agriculture biologique. Donc, petite synthèse très rapide, hein, autour de 8 essais entre 2019 et 2020, qui ont été réalisés dans 6 départements différents. Donc, il y a 3 essais à Arvalis, un essai de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, 2 essais de la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher, un essai de la Chambre d'agriculture de la Marne et un essai de la Chambre d'agriculture de l'Oise. 5 essais ont été réalisés sur blé tendre, un essai sur orge de printemps, un essai sur avoine d'hiver et un essai sur triticale. Donc même procédure que pour la késérite tout à l'heure en termes de forme de synthèse. Donc vous avez en bas les rendements d'une témoin non fertilisée
et sur la gauche les rendements obtenus avec fertilisation. Donc les phosphates naturels, sur l'ensemble des essais, on a un gain qui est non significatif de 0,7 quinto par hectare. Si on regarde plus précisément entre les essais où la teneur en phosphore était faible, c'est-à-dire inférieure à la teneur de renforcement, eh bien là, on est à plus 1,6 quinto par hectare. Et lorsqu'on a des sols qui sont plutôt riches, eh bien à ce moment-là, il y a un écart de 0,1 quintal par hectare, mais avec un écart non significatif. Ça, c'est pour le rendement. Pour les teneurs en protéines, en fait, on observe à peu près la même chose. Hein. Il n'y a pas d'effet significatif sur l'ensemble des essais. On est à plus 0,06 quinto, donc pour dire proche de 0. Et si on se rapproche des essais un peu plus en détail ou avec des essais avec une teneur faible, donc inférieure à la teneur de renforcement, eh bien là, on a un effet non significatif de plus 0,05, non, moins 0,05, pardon. Et même chose pour lorsqu'on a des sols qui sont relativement riches, eh bien en fait on a un effet non significatif de plus 0,12%. J'ai dit des quintaux, mais en fait c'était pourcent. Pardon. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter sur cette synthèse. Donc c'est très rapide, il y a beaucoup d'essais. Je sais que la Chambre d'agriculture Île-de-France a fait une synthèse extrêmement riche, hein, qui est sortie en octobre 2020. Donc si vous voulez plus de précision sur les essais, alors déjà je peux répondre à vos questions bien sûr, mais vous pouvez, je pense, vous procurer par téléchargement le document, le bulletin technique d'octobre 2020 qui fait la synthèse de ces essais. Donc bonjour, je me présente, Clémence Aliaga, je suis la régionale Sud-Aquitaine, donc basée à proximité de Pau, et donc j'ai la lourde tâche de vous parler des essais fertilisation en agriculture biologique sur le maïs. Donc la fertilisation du maïs, c'est un sujet qu'on travaille beaucoup dans le sud-ouest. Depuis 2018, donc on a mis en place cet essai sur cette thématique donc dans le sud-ouest, dans les Landes, dans le Lot-et-Garonne et en Dordogne, en partenariat avec la Chambre d'agriculture de Dordogne et également la Chambre d'agriculture des Landes. Donc l'objectif de ces essais, hein, c'était déjà de comparer différents produits qui sont disponibles dans la région. Également, de regarder quelles sont les dates d'apport qui sont les plus intéressantes, de regarder s'il y a un intérêt pour le fractionnement des engrais organiques, et puis je vous présenterai aussi à la fin les calculs de dose optimale technico-économique qu'on a pu faire donc sur le maïs grain. Alors, dans les essais que l'on a à disposition, donc petite subtilité, c'est qu'on a des essais maïs conso. Donc, dans le sud, on est bien sur du maïs grain. Non pas de maïs fourrage, et puis on a également des essais sur du maïs doux, puisque le maïs doux, c'est une espèce qui est assez développée en bio, hein, puisque c'est une culture alimentaire, et qui ne répond pas exactement comme du maïs conso, alors pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que son cycle est plus court, et ensuite parce que son prix de vente, pour le coup, est beaucoup plus élevé qu'en conventionnel, ce qui fait qu'en termes de rentabilité technico-économique, ce n'est pas exactement les mêmes calculs que sur du maïs conso. Donc, si on se focalise sur les essais maïs conso que l'on a donc depuis 2018 dans le sud-ouest, donc 3 essais sur la zone du Marsan, hein, donc à Soupros. Donc là, c'est des sables limoneux qui répondent donc déjà en conventionnel très bien à la fertilisation azotée. Hein. On est sur des sables, donc voilà, on a une très très bonne réponse
réponse à la fertilisation azotée. Déjà, plus il faut signaler que ce sont des zones qui sont irriguées. Le maïs étant une culture d'été, on a des températures importantes, ce qui fait que pour le coup, en général, on a des fortes minéralisations et potentiellement des bonnes valorisations, donc des engrais organiques. Dans les calculs de coefficient d'équivalence qu'on avait fait, qu'on s'était risqué à faire sur cette zone-là, on retombe à peu près sur des apports de printemps à 0,5. Donc c'est quand même pas négligeable par rapport à ce qu'on peut voir notamment en céréales à paille. Voilà. Et puis 2 essais, un dans le Lot-et-Garonne à Saint-Étienne-de-Villeréal où là on est plutôt sur des terres argileuses, et en 2019 en Dordogne où là c'est des alluvions limono-argileuses, donc un peu plus en termes de comportement ça ressemble un peu plus à ce qu'on a dans les Landes, puisque on est sur des potentialités de minéralisation qui sont quand même importantes. Donc, à noter également que au niveau des reliquats au semis, on a des situations qui sont très variables dans notre réseau d'essais, et ça explique en partie les différences de doses optimales que l'on verra à la fin. Retenez quand même que ce qui explique assez bien les grosses différences de reliquats au semis que l'on a, c'est l'implantation des couverts végétaux que l'on aura eu avant le maïs. Alors, petit focus sur l'année 2019, où on avait donc 2 essais dans les Landes et en Dordogne, juste pour vous montrer donc que l'on compare, alors là aussi toujours à dose d'azote équivalente, donc différents engrais. Vous voyez sur cette synthèse donc 4 engrais, 8-12-0, 9-6-0, 10-6-0 et 13-2-0. On a regardé donc le pourcentage de rendement par rapport aux témoins, donc des niveaux de rendement du témoin qui sont différents entre les Landes et la Dordogne, puisqu'effectivement, comme je vous disais, dans les Landes sur des sables, si on ne met pas d'azote, on tombe sur des rendements qui sont quand même bien pénalisés. Et donc, vous voyez que concrètement, en moyenne, on voit peu de différence entre les différents engrais. Par contre, individuellement, effectivement, sur certains essais, on peut voir ponctuellement quand même des différences qui peuvent être de l'ordre de 10%, mais en moyenne, voilà, pas de différence. On avait également regardé l'intérêt ou pas de fractionner les engrais, ou alors d'anticiper les apports, puisque c'est vrai que sur du conventionnel en maïs, on va faire un apport vers 6-8 feuilles. C'est aussi ce qui se pratique en bio avec des apports. Alors en général, on va dire que la pratique moyenne, ce sera des apports de fiente avant le semis et puis un apport d'engrais organique vers 6-8 feuilles. Donc on a regardé, est-ce qu'il faut plutôt anticiper, est-ce qu'il vaut mieux fractionner, est-ce qu'on peut faire les apports en 2 fois, un à 2-3 feuilles et l'autre à 6-8 feuilles. Et puis bon, vous voyez sur le 10-6-0, donc ça ce sont les résultats 2018-2019 sur 3 essais. Vous voyez que là aussi c'est assez homogène, hein. On ne voit pas en tout cas de différence fondamentale de rendement en fonction du fractionnement. Alors, je mettrai quand même peut-être une petite nuance qui n'apparaît pas là sur le graphique, mais c'était avec le kérazote, hein, quand on regardait le fractionnement du kérazote. On voyait par contre que sur maïs, si on le mettait trop tôt, on avait des fins d'azote assez prononcées à la fin, alors que si on l'apportait justement un peu plus tardivement, là pour le coup, on n'avait pas ce phénomène à la fin. Donc là, pour le coup, on était sur un produit qu'on conseillait plutôt tardivement, à l'inverse des produits qu'on avait comme le 10-4-0 à l'époque, on préférait les apporter un peu plus tôt. Voilà, alors ça, c'était donc des essais 2018-2019. On va passer alors à l'essai 2020, hein, puisqu'on n'a qu'un essai en 2020 malheureusement. C'est un essai donc maïs grain, toujours sur la zone des Landes.
Alors, c'est un essai qui a été semé au 8 mai, hein, ce qui est quand même légèrement précoce pour la zone, en tout cas en bio. Et en fait, il nous est arrivé un petit souci météorologique dans les Landes, c'est-à-dire des inondations sur la période fin mai, ce qui fait qu'on a quand même des maïs qui ont souffert. Alors là, c'était conventionnel ou bio, hein, peu importe, avec de grosses hétérogénéités. Qu'on a pu constater notamment au niveau de la densité de plantes, ce qui fait qu'on finit avec un essai à très faible précision quand même. Je pense il faut le noter. Néanmoins, la courbe de réponse, elle est quand même assez jolie, donc on a décidé de le présenter. Donc, dans cet essai, on avait plusieurs produits qui étaient testés. Hein. Là aussi, une courbe de réponse et puis des produits, notamment des produits en starter. Donc, notre méthodologie hein, pour regarder des produits ou l'efficacité des produits organiques en bio, elle est la même que celle que l'on va avoir en conventionnel. Donc, on fait une courbe de réponse. On a juste une courbe de réponse ici en rouge. Et puis, on regarde le résultat du produit ici en bleu par rapport à la courbe de réponse et par rapport aux points réels mesurés à dose équivalente. Donc, première chose, la courbe de réponse que l'on avait donc à l'azote sur la zone de sous-pros. Donc là, l'engrais de référence était du 960. On avait 3 doses, donc enfin 4 doses même, 0. 50 unités, 150 unités et puis quasiment 250 unités. Donc, vous voyez qu'on a une courbe de réponse ici qui est assez plutôt en augmentation quasiment constante. On n'atteint pas le plateau. Hein. Si on fait un calcul classique de dose optimale, on arrive à 338 unités. Donc, on verra qu'en termes technico-économiques, heureusement, on n'est pas à ces niveaux-là. Mais vous voyez que quand même, c'est quelque chose où on a une réponse, comme je vous le disais, chaleur, pas mal de chaleur, plus de l'irrigation. On a une bonne réponse à la fertilisation organique. Petite précision aussi qui est assez révélatrice de l'en est, hein, c'est que quand on regarde la cinétique d'absorption de l'azote, donc ici dans le témoin 0 azote et ici dans le témoin fertilisé, ce qu'on voit, alors là c'est vraiment très très important dans la partie fertilisée, mais on a quand même de l'absorption qui s'est surtout fait juste avant la floraison. Et à l'inverse, on a eu assez peu d'absorption post-récolte. Et ça s'explique par plusieurs raisons. Donc la première, c'est qu'on avait quand même, pendant l'été, alors la floraison était plutôt tardive, et pendant l'été, donc on a eu une période plutôt sèche, enfin même très sèche. Et puis on avait des maïs qui étaient vraiment très peu enracinés. Alors ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que les récoltes ont été faites dans des conditions assez humides l'année dernière. Donc, on a eu des sols qui étaient globalement assez matraqués. Et puis, on a toutes les inondations dont je vous parlais là, fin mai. Ça a eu pour conséquence de provoquer un enracinement vraiment très, très superficiel des maïs. C'est ce qui fait que, à partir du moment où on a eu du sexe, même en irrigué, hein, cette année, je pense que c'est vraiment la conclusion qu'il faut qu'on ait ou en conventionnel ou en bio, même en irrigué, l'irrigation ne rattrape pas un mauvais enracinement du maïs. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur les aspects structure du sol. Alors, on a testé l'azopril en fertilisation starter. Donc là, on l'a localisé au semis. Donc, on a localisé 20 unités d'azopril au semis. Comme ce qui se pratique classiquement sur des maïs grains en conventionnel dans la région, on localise, donc ici c'est majoritairement du DAP au semis. Donc là, l'idée étant de faire cet apport au semis et ensuite de faire le complément à 6-8 feuilles avec notre engrais de référence qui est les 960. Donc l'azopril, on en a déjà longuement parlé. C'est la moitié d'azote ammoniacal, la moitié d'azote organique. Au niveau des
résultats que ça a donné sur maïs. Donc là, c'est le point ici en bleu de la modalité du rendement avec de l'azopril en fertilisation starter. Donc vous voyez que, étant donné la précision que l'on a dans cet essai, on n'est pas capable de sortir des différences statistiquement intéressantes. Bon, par contre, on voit bien que y a quand même quelque chose, puisque on se situe en limite ici, c'est la précision de la courbe de réponse. On est juste au niveau on est presque au-dessus de la courbe de réponse. Et puis par rapport à la mesure réelle, on est quand même 10 quintaux au-dessus. Donc il semblerait quand même qu'il y ait quelque chose d'intéressant. En tout cas, on l'a mesuré sur le CAU. Sur le CAU, il y avait quelque chose de plus intéressant avec l'azopril qu'avec le 960 solo à 6-8 feuilles. On a également testé le Solisaire GR. Donc là, on est sur un produit là aussi que l'on a mis en localisation au semis. Et là, par contre, on a complémenté. Alors, vous voyez, c'est un produit qui contient assez peu d'azote. Hein, on est à 4% d'azote, ce qui fait que dans les recommandations d'utilisation qui sont faites, on apporte vraiment epsilon en termes d'azote au semis. Par contre, donc, ce qu'on l'a testé avec une complémentation à 130 unités d'azote de 960 à 6-8 feuilles. Donc, ce qui veut dire que on est à 20 unités de moins que la dose optimale, enfin que la dose X, on va dire, dans ce cas-là, puisqu'on s'était basé effectivement sur une dose X à 150 unités. Donc au niveau des résultats, donc on est pile poil sur la courbe de réponse. Hein. Par contre, on est quand même à 20 unités de moins donc la dose X. Donc ce qui veut dire qu'on arrive à obtenir le même rendement avec 20 unités de moins. Et pareil en termes de CAU, par contre on n'a pas vu beaucoup de différence entre le Solisaire et la référence, puisque vous voyez on a 54% avec le Solisaire et 55% avec la référence. Donc au final on est sur quelque chose d'assez semblable. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est cette réduction potentielle de dose d'azote qui semblerait être permise. Une autre manière de regarder les résultats, hein, c'est de regarder effectivement les rendements. Donc vous voyez, hein, tout ça c'est dans un mouchoir de poche en termes de résultats, en termes de significativité, on n'a rien du tout. Par contre, au niveau du SAU, voilà, on voit quelque chose. Quelque chose qui mérite aussi, je pense, qui mérite d'être dit, c'est que c'est la première fois que l'on voit un effet de la fertilisation starter sur la vigueur, puisque c'est vrai que en conventionnel on pratique beaucoup la localisation starter pour ses effets vigueur, en maïs et donc sur les sables, donc sur les types de sols que l'on a ici, on le voit très très facilement, hein, en conventionnel l'effet vigueur. En bio, on avait jusqu'à présent jamais rien vu en termes de vigueur, sauf cette année où on a quand même des notations vigueur qui sont assez discriminantes entre les modalités. Donc ça c'est quand même intéressant, puisque alors ça s'explique assez facilement au vu des conditions climatiques que l'on a eues. Puisque comme je vous disais, les inondations, ça a quand même été assez pénible pour les maïs qui ont mis beaucoup de temps à redémarrer. Et du coup, on peut supposer que l'effet vigueur que l'on observe cette année, c'est lié à ça. Et vous voyez que là, alors là, vous avez la courbe la vigueur pour la courbe de réponse à x, x-80 et x plus 80. Et puis là, les vigueurs pour toutes les modalités où on a eu un starter. Alors, il y en a que je ne vous ai pas présenté, mais toutes ces modalités-là, elles étaient
tel qu'un starter. Et vous voyez que eh ben, on a quelque chose qui est quand même supérieur en vigueur avec ça. Et donc, c'est intéressant pour les aspects effectivement démarrage. C'est surtout intéressant pour les ravageurs, puisque donc dans cette zone-là, on est sur une zone nématode et on sait qu'alors déjà en conventionnel, on n'a rien pour les contrôler, et alors en bio encore moins. Et du coup, ça peut être intéressant quand même pour éviter. Alors les nématodes, c'est toujours en rond, hein, c'est jamais des parcelles entières, mais néanmoins, on peut penser que ça pourrait être intéressant pour esquiver les attaques de nématodes, ou alors même les attaques de taupins, puisque dans cette zone-là aussi, alors qu'historiquement, on n'a aucun taupin, cette année, il y a eu des attaques en bio de taupins. Donc, il faudrait regarder éventuellement l'intérêt d'avoir des starters par rapport aux aspects vraiment ravageurs. Donc, une petite synthèse sur les starters en agriculture biologique sur maïs. Donc là, vous avez les résultats du témoin 0 azote avec ici les modalités où on a mis tout à 6 feuilles et les modalités où on a mis 20 kg d'azote en starter au semis et on a mis le complément donc à 6 feuilles. Donc vous voyez qu'en termes de pourcentage de gain de rendement, on est dans un mouchoir de poche, à peine 1% de plus avec une fertilisation starter. Par contre, elle se retrouve en gain, hein, puisque il n'y a pas forcément, enfin, en tout cas pour les semoirs que l'on a dans la région, les semoirs maïs qui sont tous équipés d'un localisateur, ça ne coûte pas plus cher donc de faire cette fertilisation starter au départ. Et du coup, si on peut gagner un peu et on peut gagner en vigueur, ça peut être un gain économique éventuellement. Alors, petit point il va falloir qu'il soit rapide sur l'aspect technico-économique, hein, puisqu'effectivement, calculer de la dose optimale classique comme on fait en conventionnel sur du bio, ça ne marche pas au vu du prix des engrais, de leur justement coefficient d'équivalence et puis du prix du maïs bio. Donc, on calcule un rendement économique très simplement, hein, pour calculer une dose optimale technico-économique. On enlève au rendement brut donc le coût de l'engrais qui est divisé par le prix de vente du maïs. Donc là, on a fait tourner les modélisations sur 2 hypothèses de prix, donc 260 et 300. Alors, je sais, c'est pas les prix qui sont pratiqués cette année. Bon, néanmoins, on va dire que c'est un peu une estimation pluriannuelle de ce qu'on peut avoir comme gamme de prix. Et puis, on a pris 2 hypothèses de prix de l'engrais, donc 310 € tonne ou 410 € tonne. Et donc là, on calcule derrière sur chaque essai. On regarde, on fait la courbe de réponse technique et ensuite on prend plusieurs hypothèses de prix de vente et à chaque fois donc on calcule l'optimum technico-économique. Donc ici par exemple sur 2019 avec un prix de vente médian et puis on fait la même chose avec un prix de vente du maïs qui est bas. Forcément, si on a un prix de vente élevé, on va avoir une dose optimale qui va être technico-économique qui sera plus élevée et donc on fait tourner ça avec 2 hypothèses de prix de l'engrais. Donc sur tous les essais, les 5 essais qu'on avait en maïs conso, ce qui est intéressant de voir, hein, c'est que déjà sur 2 essais, donc qui sont les essais du Lot-et-Garonne et de Dordogne, quel que soit le prix du maïs ou quel que soit le prix de l'engrais, il n'y a aucun intérêt à faire de la fertilisation organique. Donc ça, c'est assez contre-intuitif, hein, puisque pour le coup, même si on était sur des rendements... Alors, sur cet essai encore, à Saint-Étienne-de-Villeréal, ça peut se comprendre, puisque on avait un potentiel qui était quand même assez faible. Néanmoins, on avait quand même des reliquats osmiques qui n'étaient pas formidables. Puis on n'est pas sur des terres non plus qui minéralisent à fond la caisse. Par contre, on est irrigué. Dans tous les cas, on est irrigué. Ce qui est un peu moins compréhensible, hein, c'était cet essai ici à Rampieux avec quand même des beaux potentiels de maïs conso où malgré tout, on n'a aucune rentabilité de la fertilisation organique sur l'année 2019. Alors par contre, dans notre zone des sables, effectivement, hein, sur la zone des Landes, là, on a à chaque
chaque fois une rentabilité qui existe de la fertilisation organique, sauf, on va dire, situation un peu cata avec un prix de vente qui est bas et un prix de l'engrais qui est très élevé. Mais sinon, on a des fois même des doses optimales qui sont assez comparables à ce qu'on mettrait en conventionnel. Donc, vous voyez qu'il y a une grande variabilité quand même sur notre zone ici des Landes de la dose optimale technico-économique. En fonction des années, vous voyez qu'on va varier de 60 à 200, donc c'est quand même assez important. Alors, ça s'explique en partie, bien entendu, par le reliquat OSMI. Vous voyez, en 2018, on était sur un reliquat très élevé, précédent soja, couvert, vesse, trèfle, incarnat. En 2020, par contre, comme on a eu beaucoup de pluviométrie à l'hiver 2019, on a des reliquats qui étaient plus faibles et du coup des doses optimales qui sont plus importantes. Alors attention aussi, là on prend en compte uniquement l'effet azote sur le maïs et pas du tout l'effet phosphore ou potasse, ni même l'impact à long terme sur la minéralisation n'importe de ces produits organiques. Donc là on est vraiment sur une approche qui est assez restrictive par rapport à tous les autres éléments. Bon, ça permet quand même d'avoir des repères pour les agriculteurs. Et puis, voilà, moi j'insisterai quand même pour conclure sur le fait que on voit qu'il y a une grande variabilité qui peut s'expliquer par le reliquat OSMI. Et du coup, il faut vraiment maximiser ce reliquat. Et dans notre avant maïs, c'est quand même assez simple d'avoir une fourniture en azote importante grâce au couvert, avec l'introduction donc soit d'un couvert de févrole, de pois protéagineux ou alors du trèfle. Alors plutôt du trèfle. Chez nous, on fait plutôt du trèfle incarnat parce qu'à l'automne, c'est celui qui va se développer le mieux. Ou de la vesse. Mais alors attention, la vesse, on a des destructions qui peuvent être compliquées, notamment quand on est en bio. C'est une espèce qui va être plus compliquée à détruire. Et puis, donc, je conclurai en disant que pour les aspects couverts, donc il y a une nouvelle version de la méthode Merci qui a été mise en ligne très très récemment. Donc, je vous invite à aller la voir. Donc, ça permet de donner aussi pour chaque couvert un potentiel de restitution qui peut exister. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez nos contacts sur cette diapositive. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci à tous en tout cas pour votre participation et pour votre écoute.